Salut YouTube! Un café pour bien démarrer la journée, je suis pas en train de placer un produit. Là on va se rendre chez Fabien, un second Fabien. On est à Ham dans ma ville en fait où je suis né. On va aller voir un ami entrepreneur. Alors ce qu'il y a de super chez Fabien, mis à part que ce soit un mec super cool, c'est qu'en fait il a un business qui est plutôt sympa, un business qui peut t'intéresser. Je t'en dis pas plus en fait, il nous expliquera son business en détail parce que je vais être franc avec toi, je connais pas tout son business, je sais juste voilà qu'il fait des panneaux publicitaires, des produits marketing, etc. Tu vas voir, c'est super intéressant. Et surtout, tu vas rencontrer un mec sur le plan humain formidable. Autant Fabien en business, c'est quelqu'un qui est super cool, etc. Mais c'est aussi j'aime bien m'intéresser en fait aux humains qu'il y a derrière chaque entrepreneur. Et tu vas découvrir en fait l'histoire de Fabien, qui est une histoire respectable et aussi bouleversante. Et ça, tu vas découvrir tout ça en fait dans cette vidéo. Et j'espère que tu vas kiffer. Donc je compte sur toi pour liker, partager et commenter. C'est parti! Ah, en boîte. Et toi? Ah, bien. Donc voilà, on est chez Fabien, un second Fabien. Est-ce que tu peux nous expliquer, Fab, en fait, c'est quoi exactement ton business? Alors nous ici on est imprimeur à la base publicitaire, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de textiles pour des clubs de moto, des groupes, enfin un peu tout ce que tu veux, des administrations, des usines, voilà quoi. En fait on a des clients dans tous les domaines. D'accord, ça fait combien de temps que tu fais ce business-là? Ça fait 18 ans. 18 ans? Ouais. Ok. Et en fait, comment ça t'est venu à l'idée? En fait, comment tu as commencé? Tu t'es dit, voilà, je fais ce business-là. Elle est apparue comment cette idée? En fait c'est un peu bizarre parce que ça vient un peu du social bizarrement. Parce qu'à la base, un jour, je travaillais dans une petite commune, tu vois, les emplois jeunes à Caen à l'époque, là. Golancourt, très longtemps à Golancourt. J'étais venu chez toi. Ouais, avant à Guiscard même. D'accord. Et en fait, un jour, on nous dit tiens, on ferait bien les t-shirts. Et là, en cherchant, je m'aperçois que ça coûte super cher en France. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a l'air de faire ça à notre niveau financier. Et je me dis, et je commence à chercher du matos. Et comme j'étais en informatique, je dessinais, je suis infographiste, tout ça, je me dis tiens, c'est intéressant. Donc bon, voilà. Donc on a démarré comme ça en fait, en achetant une petite presse, vraiment une petite presse, mais limite associatif. Et en fait, très rapidement, on a eu plein de demandes. Et j'ai monté mon business comme ça au tout début, quoi. Donc tu as commencé avec des t-shirts? Ouais, avec quelques t-shirts. Est-ce que tu en as une de machine à t-shirt là ici? Ouais, là-bas, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs en fait. Ouais, tout sert à faire les t-shirts ici. Ça c'est pourquoi c'est exactement? Ça c'est une table de contre-collage qui s'allume. On va l'allumer pour te montrer un peu. C'est marrant. Voilà, tu vois, c'est vraiment. Et en fait, il y a un compresseur. Et tu veux, sur ce genre de matos, tu vois, ça presse à 5 bars. Tu mets une plaque d'aluminium, une enseigne de magasin, par exemple, de 3 mètres, et en fait tu passes ton autocollant, tu le retournes, et ça va glisser l'autocollant, ça va le coller à sec. Donc en fait on peut faire une plaque de 3 mètres en 40 secondes. Waouh! Donc l'investissement il est là. Bon, ça vaut un peu de sous. Combien ça coûte? Ça vaut 15 000 euros. 15 000 euros. Voilà. Mais bon, il faut avoir de bons fournisseurs. Là on a une machine UV qui permet d'imprimer sur le bois et le plexi en fait. D'accord. Donc là on travaille pour des marques comme Carlsberg. Sur les marques de bière où on fait effectivement, on imprime directement, alors là c'est des petits tests de sous-boc, voilà, et le mieux c'est de voir les vrais en plexi. Alors là il est en restauration ce bécane, il doit y avoir des exemples là-dedans. Tu vois, ça imprime, voilà, ça imprime comme ça en fait, voilà, du plexiglas, on imprime par l'arrière, on met une couche de blanc en fait. Ça c'est pour poser des verres, c'est quoi? Ça va dans les pompes à bière que tu as partout en Europe. Voilà, c'est cela en plexi. Il y a une lumière derrière, et en fait ça réagit à la lumière, je sais pas si on le voit là, si on le voit un peu quelque part, il faut se mettre à la lumière quelque part, tu vois, voilà. En fait c'est un peu, voilà, comme ça, c'est diffusant. Ça à qui, Fab? Alors ça on le vend à Carlsberg directement, France. D'accord. Donc Carlsberg qui a énormément de marques de bière différentes. Et on en fabrique, sur l'année, on a dû en faire 4000 quoi, par exemple. Ça permet aussi de la même façon, cette machine-là, d'imprimer sur du métal directement. Les angles sont hyper solides. On fait les QR codes pour les eaux et forêts, enfin des choses comme ça. Combien ça coûte une machine comme ça? À 9, ça c'est une ancienne génération, mais ça vaut aujourd'hui, 9, ça vaut dans les 40 000.
À peu près, ouais, quand c'est même. quoi? C'est une marque japonaise, Mimaki, ouais. Ça c'est japonais. Ouais. D'accord. Ça, c'est pour faire les t-shirts, Fab. Alors ça c'est une presse française, ce qui est rare en matériel. D'accord. Donc voilà. Et en fait, on découpe, donc sur les machines à découpe, on va découper du flocage. Alors, tout le monde a entendu parler du flocage, donc c'est de la matière qui est découpée avec une lame. En fait, voilà. Et ensuite, on va simplement le poser. Alors là, je fais un petit exemple comme ça. En gros, hein, tu vois, on va le mettre là comme ça. Et on va, grâce à une pédale quoi, technique comme ça. Alors, je vais pas le poser, c'est pour vous montrer. D'accord. Hop, voilà. Et en fait, on a une fraise, voilà, tu vois, qui est automatisée. On a 5-6 barres de pression, la température, et ça va cuire le modèle sur le textile. Voilà. En fait, combien de temps tu fais un maillot alors? Bah là, par exemple, cette matière-là, c'est 15 secondes. Donc là, par exemple, celui-ci, il est pressé. Donc je vais l'enlever, tu vois, et en plus, il est à... Voilà. Il se fait vraiment à chaud. Donc on a, voilà, tu vois, on a un produit super fin, très haut de gamme. Alors ça vient d'Italie, la matière. On travaille uniquement avec du sizer italien, parce que c'est certainement la meilleure matière sur le marché. Et on a la même technique, ça s'est découpé, on a la même technique, découpé mais imprimé avant avec des encres latex, donc sans solvant. C'est important pour le textile et pour les gens, quoi. J'imagine qu'on vous montrera après. Donc voilà, donc ça. Et ensuite, on a une bécane derrière qui est un peu plus extraordinaire, encore celle-ci. Et je vais te poser une question. Comment ça coûte ça, tu m'as dit? Ça vaut dans les 10 000 euros. Dans les 10 000 presque comme ça. Est-ce que tu connais un peu... Je vais te poser une question, est-ce que ça t'intéresse comme business? Est-ce que tu connais, par exemple, les sites internet où les jeunes se lancent en dropshipping et ils font du print of demand, tu vois? Ouais. Est-ce que toi, par exemple, tu pourrais proposer ces services? On pourrait, ouais, parce qu'on a nous-mêmes travaillé, imprimé pour plusieurs sites internet. D'accord. Parisiens, etc. Voilà. Là, par exemple, moi je crée un site, tu vois, je crée un site de personnalisation de maillot. Ouais. Quand le maillot est vendu, je t'envoie la commande. C'est ça. Toi, tu le fais, tu l'expédies directement. C'est un genre de dropshipping, c'est ça? Ouais, exactement. Dropshipping. Et en fait, c'est vrai. La nouvelle norme. Ils appellent ça en print of demand, en fait, que tu imprimes à la demande. À la demande. On l'a fait longtemps, ouais. D'accord, ok. C'est une logistique compliquée, mais ça pourrait intéresser les personnes qui nous regardent, qui font du dropshipping. Par exemple. Et on travaille, on imprime pour des créateurs aussi. D'accord. Des types qui dessinent, qui n'ont pas de matos du tout, qui ont juste les idées. En fait, en gros, on leur fait un prix vraiment très très bas pour qu'ils puissent eux gagner de l'argent avec leur création, c'est normal. Là, on n'est que imprimeur. Voilà. Et cette bécane là, donc en fait, qui est un peu génial. En fait, c'est une imprimante à t-shirt. Donc c'est la dernière génération, c'est japonais aussi, c'est Brother. En fait, cette bécane là imprime vraiment. Brother, c'est japonais, ok, je savais Brother, pas. ouais, c'est américain, japonais. En fait, à la base, ils sont japonais, c'est sûr. C'est sûr. En fait, dans cette bécane-là, on met un fichier. Est-ce qu'il faut faire une petite démo peut-être? Je vais peut-être un dessin sympa que j'avais en chargement. Je vais prendre un petit... Je vais chercher la GoPro en même temps. Je vais aller chercher un petit t-shirt que j'ai fait juste pour le délire hier. Il fait partie de ma petite collection badass privée personnelle. Voilà, donc on le charge dans la machine. Je vais aller chercher un t-shirt blanc ou voilà, vite fait derrière. Hein, donc dans le petit stock qui est par là. Tester, voir s'il est bien réglé, s'il est bien lisse. Voilà. Et simplement le lancer. Il y a un capteur, si la tête est trop basse, de toute façon, voilà. En fait, cette machine-là va injecter l'encre directement sur le textile. Ensuite, on va le cuire. Est-ce que tu te souviens des maillots que j'avais fait entrepreneur? Oh, il y a longtemps, quelques années. Ouais. Et là, j'ai plus que la photo, t'as plus le fichier, toi, par exemple. Je pense pas. Non, mais c'est un truc à refaire, oui. Ouais, parce qu'en fait, je voulais en faire 4-5 pour les offrir sur la chaîne YouTube, tu vois. Ça prend du temps ou pas, ça fait? Ouais, pas tellement. Pour refaire le graphisme à l'ordinateur. Ça dépend ce qu'on fait. Si c'est simple, ça va. C'était juste l'écriture, je suis pas acteur, pas politicien. Ah oui, je me souviens, ouais. Donc là, il va faire 2 passes normalement, après mon réglage. Alors, tu fais une première passe légère pour bien imbiber le textile. En fait, tu vas remettre une deuxième couche de couleur. On va avoir un rendu vachement fort. Voilà. Une machine qui est entièrement paramétrable. En fait, il n'y a plus qu'à le cuire normalement à 180 degrés pour fixer les encres et ça tient super bien au lavage en fait. Voilà. C'est comme ça qu'on fabrique plein de t-shirts. Donc là on le met sous presse, hop, directement. Comme il y a une protection en téflon, on n'a même pas et là tu le cuis, c'est ça avec ça? Ouais, là je vais le cuire 2 fois parce que normalement il faut 30 secondes et 180 degrés. Et c'est pas grave, on va le faire 2 fois pour voilà. Le résultat sera le même. Ah ok.
Voilà. Alors recule une fois. Ça ouvre. Voilà. Et là il est portable tout de suite en fait. Donc quand tu chronomètres comme ça, Fab, en combien de temps? Bah, quand, Une on fois est que en, le graphisme. quand on est en production, un graphisme comme ça, c'est à peu près 40 secondes dans une passe. Là j'ai fait 2 passes, parce que c'est un t-shirt perso, où on peut mettre un peu plus, pour des petites séries, on met beaucoup plus de qualité d'encre en fait. C'est utile. Après quand on en fait 300, voilà, ils sont en passe. Et là on passe la main, c'est bon. Il est juste chaud, mais l'encre est vraiment cuite, tu vois, c'est cuit. Et le toucher il est hyper fin, tu sens rien quoi. C'est vraiment, si on regarde l'intérieur, il y a vraiment injecté dedans. Voilà. Et au lavage, tout ça, nickel. Ça tient super. Combien tu en passes à l'année de t-shirts? Logiquement, sur les 2 dernières années, on était à 70 000. 70 000. Ouais, quand même. Ouais, parce qu'on avait des grosses séries à côté. Parce qu'on a aussi la sérigraphie. On fait fabriquer des planches en sérigraphie ultra fines chez un type dans le sud qui est vraiment bien. Et en fait, on a eu des commandes de 4 à 8 000 pièces. Bon, c'est bon, c'est bon. On fait. Ouais. Oh oui, les derniers chiffres, oui, on peut. Combien est-ce que ta plus belle année en fait aujourd'hui, on dit que le business il est un peu compliqué, il faut se battre, etc. Sur 18 ans, c'est 18 années, hein, tu m'as dit que tu étais entrepreneur. Ta plus belle année, c'était quand et combien tu as fait de chiffres? Et aujourd'hui, comment tu te situes en fait dans le business? Pour moi, mais vraiment, on est toujours en évolution, quoi qu'il arrive. C'est assez étonnant, mais on nous dit ça stagne, ça va pas, machin, mais en fait, j'ai l'impression que si tu fais le service réellement, c'est-à-dire que tu as vraiment le service, c'est un mélange, c'est un ensemble de tout. Il faut à la fois aider les amis, il faut sponsoriser un peu, voilà, ou même beaucoup parfois, il faut s'intéresser à des événements, comment dire, qui te plaisent déjà, tu vois. Moi ce qui me plaît, j'ai tendance à sponsoriser assez facilement. Tu avais sponsorisé mes événements Strongman, le club de boxe aussi, tu avais fait les vestes de boxe. On avait fait les vestes, on continue à avoir des gens qui viennent imprimer ce fameux logo de boxe, ça nous arrive de temps en temps. Tant que le club est toujours là. Donc en fait, il y a ça, le football, tout ça. Et ensuite, ce qui a changé, c'est qu'on est devenu plus industriel, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a des boîtes comme la Rexim, qui font chez toi. Voilà, qui font chez nous, qui font comme ça. Que moi, j'ai ma petite fierté, c'est Evonik, c'est la chimie, quoi. Ce qui est intéressant, c'est quand tu passes devant, les panneaux extérieurs, tout même les grandes enseignes, ça vient de chez nous. Donc là, tu te dis, c'est une petite fierté parce que ça fait quand même des années que je suis là et ces gens-là ne me regardaient pas avant. Donc je me dis, tiens, voilà, il y a un truc. Et on fait partie. Quand tu commences à bosser avec l'industrie, automatiquement, c'est que tu dois être capable de suivre le cahier des charges. Rapidement, très rapidement. En fait, je pense que c'est la rapidité d'exécution aussi qui fait le truc. En fait, il faut travailler. Un truc dont on parlait il y a 10 ans du flux tendu, aujourd'hui c'est normal. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas compris ça. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas essayer de dire au client, ouais mais on va se débrouiller pendant les 15 jours. Non, le client il en a besoin demain, tu fais ok je me démerde. En fait, c'est pour ça que tu évolues tout le temps. On négocie pas les prix, du coup, parce que c'est une urgence. Et tes fournisseurs, eux, ils prennent l'habitude de te livrer vite parce qu'ils savent que tu travailles que dans l'urgence. Ouais, on apprécie dans le business la rapidité. Ouais, avoir ça le plus rapidement possible. Quand on a besoin d'un panneau publicitaire, on n'a pas 5 ou 6 mois de planification. C'est ça. Et c'est le problème, je pense. Et alors en termes de chiffre d'affaires, Fab, ta plus belle année, c'était quand et combien? Dans la mesure où je travaillais seul sur mon activité, la plus belle année, ça doit être 208 000 €. D'accord. Et seul. D'accord. Donc c'est quand même, par rapport au secteur, c'est pas mal. Sans publicité en plus, sans com. On a une image un peu reconnue déjà, et puis voilà. En fait. Là, les difficultés, toi, de ce type de métier, s'il y en a? Difficulté, c'est... Alors, moi je dirais principalement les pannes machines, qui peuvent être... on demande beaucoup aux machines, donc ça peut tomber en panne comment très ça vite. fonctionne quand ta machine à t-shirt, par exemple? Il faut se former, il faut se démerder. C'est toi qui répares? Ouais. Au maximum. On a la chance d'avoir quand même des techniciens qui répondent au téléphone, tout ça, qu'on a leur portable. On peut s'en démerder. Après, si une pièce est morte, là encore, rapidité, t'appelles, une tête là-dessus, ça vaut 1500 balles, t'as pas les 1005. Moi, j'ai des fournisseurs qui me disent, t'inquiète, on peut le faire en 10 fois. Je veux dire, c'est devenu, contrairement à avant, les fournisseurs ont compris que sans leurs clients, ils ne vivraient pas longtemps. Donc, du coup, ils s'arrangent tous aujourd'hui pour être plus souples. Là, par exemple, ta browser, elle tombe en panne. Sous combien de temps elle peut être réparée? Ça peut être que la tête d'impression. La tête d'impression, ils peuvent me la livrer en 24 heures. Ils en ont toujours d'avance. Et tu as un peu une idée des perspectives de ton business? Tu te vois où dans 5 ans, dans 10 ans? Ouais,
je vise pas comme ça, enfin, on a essayé de penser comme ça, mais finalement c'est assez compliqué. Je pense qu'il faut pas surfer sur une vague, mais il faut être métamorphe, quoi. Faut se transformer en permanence en fait. Je pense que la seule solution pour survivre dans le business, quel qu'il soit d'ailleurs, c'est de s'adapter tout le temps en fait. Aujourd'hui, on sait que les associations auront beaucoup moins de financement qu'avant, on sait qu'il y a moins d'argent, donc il y a moins de sponsoring, donc on sait que c'est un marché qui va s'épuiser un petit peu. Donc il faut essayer de faire autre chose. À côté de ça, on peut surfer, donner du temps à des jeunes créateurs qui vont lancer leur collection, etc. On mise, en fait, on joue un peu au poker, quoi. Donc là, on mise sur des activités. Pour ceux d'entre vous qui suivent la vidéo sur YouTube, si vous avez envie de créer votre marque, votre collection de vêtements, etc., ça, Fab, il peut répondre à tout ça. C'est ça. Même sur les accessoires, j'ai vu que tu faisais des mugs. Ouais, les mugs, on peut avoir plein de choses. On a une découpe laser, on fabrique des porte-clés, des trucs. Hein. On s'adapte vraiment à beaucoup de choses. Tu as une page Facebook Pro. On a le CNM 80 en Facebook. Je vais mettre tout ça dans la description. Vous allez dans la description, vous allez avoir tous les liens de Fab si jamais vous êtes intéressé pour créer votre marque de vêtements ou même autre, tout simplement prendre contact avec toi. Ensuite, mon ami, là, on a parlé du côté, la partie entrepreneur. Comme je vous ai dit en fait dans la vidéo, Fab, je te connais depuis combien de temps? Longtemps, on est vieux. Ouais, c'est clair. À l'époque, je mettais en avant le coaching à l'américaine, c'était ça. Oh, je t'ai même connu avant ça. Avant ça, on s'entrevait, je me souviens. Je me souviens de ça. Ouais. Et en fait, Fab, j'ai plaisir. Ouais, c'est clair. J'ai expliqué justement que Fab, ok, on connaît son business maintenant, mais moi j'apporte beaucoup d'importance en fait à la personne qui a derrière un business. Et il y a quelque chose que je respecte vraiment chez toi, c'est que tu as réussi à traverser moi c'est ce que j'appelle la tempête la plus forte qu'un homme peut rencontrer ou qu'une femme peut rencontrer simplement. C'est que tu as eu comment dire, un choc dans la vie, quoi. C'est que tu as eu la perte de ton fils. Ouais. Et ça, comment, en tant qu'entrepreneur, en tant que père et entrepreneur, comment tu fais face à un événement comme ça? En fait, ça fait 10 ans que j'y pense, donc je crois savoir aujourd'hui pourquoi je fais ça. En fait, je pense que ce que je fais ici, ce business qui me plaît vraiment, m'a sauvé la vie en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y avait pas 50 solutions. Quand il t'arrive un truc comme ça, t'es pas sûr de rester là le lendemain. Enfin, tu vois, il y a ce côté-là qui est hyper important. Étrangement, c'est des clients. C'est des clients qui tous les jours te passent un petit coup de fil. C'est des clients qui viennent te passer des commandes alors qu'ils ont besoin de rien. Parce qu'ils ont compris qu'il fallait que tu sois occupé en fait. Il faut te blinder l'esprit et c'est ça. Et en fait, je me suis mis à bosser beaucoup. Vraiment beaucoup. Et c'est facile de bosser beaucoup quand tu n'as que ça à penser et que tu ne penses pas aux finances au début, je parle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça. Tu as besoin de t'occuper l'esprit en permanence, donc tu t'y mets. Et sans t'en rendre compte, en fait, tu apprends plein de trucs. Tu deviens un haut technicien sur certaines techniques. Ça un peu, si je comprends bien, ça a été un peu ton moyen à toi de, on va dire, de penser, de mettre ton esprit à autre chose. C'est ça, limite de séparer le tout, de pas avoir cette obsession morbide que tu as forcément à un moment. En fait, le fait d'être occupé tout le temps en permanence, je veux dire, enfin, je dors pas beaucoup. Oui, parce qu'on va se le dire, on va se le dire sans filtre. Je pense que, alors ça encore une fois, j'ai aucune idée de ce que tu as traversé. J'espère ne jamais avoir à traverser, mais je pense que moi, la première chose qui m'a à l'esprit, c'est de me dire voilà, j'en finis, quoi. Je pense que c'est l'idée de beaucoup de parents qu'on se dise, quoi. Et donc, on peut dire que ton amour pour l'entrepreneuriat, ça a été aussi, je pense, ce qui t'a fait tenir, c'est ça, si j'ai bien compris? Honnêtement, oui, tout à fait. Ouais, je suis persuadé de ça, puisque c'est entreprendre, ça a remplacé la psychologie, ça a remplacé beaucoup de choses. C'est sûr que on parle de s'occuper, mais on s'occupe de manière, utile. C'est-à-dire que c'était pas simplement s'occuper l'esprit, j'aurais pu picoler, j'ai pas picolé, j'aurais pu me droguer. Enfin, il y avait tu rendais service à ta clientèle, en même temps. Toi, ça t'occupait, ça te faisait du bien. Tu es obligé de t'occuper parce qu'il faut payer tes impôts. Ouais, c'est ça. Puis le client te fait du bien parce que finalement, celui qui ne connaît pas ta situation peut arriver super exigeant et des fois ça te fait du bien aussi. Et celui qui connaît ta situation, alors je vais rebondir après. Voilà, il se dit, je lui amène une commande,
ça l'occupe, on le laisse pas dans la merde. Enfin, il y avait ce côté assez étonnant, comme quoi l'humain existe toujours, et je trouve que pour moi, c'était important. Je vais rebondir là-dessus, Fab, parce que justement, tu vois, ça va prouver aussi, en fait, ce que je dis toujours, que t'as beau avoir, par exemple, un coach business, apprendre toutes les théories, la théorie, ça reste de la théorie, il y a un humain derrière, et toutes les théories vont pas coller à n'importe qui, tu vois. Et c'est vraiment ce que j'explique, parce qu'en fait, une fois, j'avais déjà eu, justement, t'avais beaucoup de boulot, il y avait une personne qui me disait, oui, mais Fab, il n'a pas tenu ceci en engagement ou cela. Alors, tout le monde a du retard. Et j'avais rebondi à cette personne, tu vois de qui je parle. J'avais dit, il y a une chose que tu oublies, il faut faire preuve d'empathie dans la vie. Et tu vois, quand tu traverses ce genre d'événement, tu es obligé de prendre en ligne de compte, d'avoir de l'empathie pour la personne en face, de te dire, s'il n'a pas tenu ce délai-là, s'il n'y a pas cela, il a quand même traversé une tempête qui fait que, on en parlait tout à l'heure, il y a des personnes qui vont te dire, par exemple, il faut que tu tiennes ton taf sur Excel, etc. Quand tu as traversé une tempête comme ça, tu n'en as un peu rien à foutre de ton fichier Excel, tu vois ce que je veux dire? Carrément. Tu gères ça autrement, quoi. T'es marqué à vie de toute façon, donc tu as un entrepreneur qui va travailler. Et toi, tu as aussi ce côté artiste que j'apprécie aussi chez toi. Et tu peux pas mettre des personnes qui ont ce côté artiste ou qui ont traversé cette tempête dans la vie, tu peux pas les cadrer comme ça, tu vois. Tu vas t'éteindre si tu travailles de cette façon, tu vois. C'est ça. Il y a plein de personnes qui ne comprennent pas. Enfin, après, je pense aussi que l'erreur à pas faire, c'est d'être dans le mutisme. C'est-à-dire que moi, ça m'a fait du bien d'en parler aussi. Ça a choqué plein de gens parce que voilà, tu annonces que tu as perdu ton gamin. Ils sont tristes. Tu ressens vraiment la douleur des gens, mais au moins ils comprennent mieux. Certains te finissent par dire ah ouais, effectivement, parce qu'ils comprennent pas ta gestion au début. Mais je pense que chacun est capable de gérer. Et pour rebondir là-dessus, je te dirais que on ne fait pas 200 000 euros de chiffre d'affaires seul en n'étant pas sérieux. Bien sûr. C'est pas parce que tu n'utilises pas Excel et pendant 18 ans. Et donc, je veux dire, peu importe ta façon de gérer le truc, l'important c'est de la gérer, quoi. Je veux dire, je vois tellement d'entrepreneurs qui me disent ah bah non, moi samedi dimanche je fais ma compta. Je dis ouais, t'es fou, moi dimanche je dors. Enfin, tu vois, il y a un moment, mais il y a un moment. Ta compta, tu l'as fait entre deux, il y a des logiciels, il y a des trucs. Enfin, aujourd'hui, il existe beaucoup de choses qui te simplifient quand même la vie. C'est quand même, enfin, je veux dire, par contre, il faut peut-être que les gens s'y se rendent compte qu'il faut un minimum de base informatique, quoi qu'il arrive. Parce qu'aujourd'hui, tout est comme ça. Et que si tu arrives avec ton stylo, ton boulier, ou je ne sais quoi, ou ton papier, ça va pas, quoi. Il faut avoir plus de temps pour travailler sérieusement que mettre trop de temps à la gestion. Il ne faut pas arrêter à 17h parce que tu as ta compta à faire. Non, si tu finis à 23h, ton client le lendemain il est servi, c'est bien. La compta tu la feras la semaine prochaine, c'est pas bien grave. Après tu peux payer des gens pour faire la compta aussi. Voilà. Donc non, je pense que la gestion, et là je pense que voilà, au bout de 18 ans, j'ai quand même prouvé qu'il n'y avait pas besoin de grand chose pour tenir une vraie gestion. On entend ça tout le temps, gestion, impôt, comptabilité. Non, parce qu'en fait, tu as beaucoup de personnes, Fab, des gars qui ne sont pas chefs d'entreprise ou entrepreneurs, voilà, et qui vont en fait te sortir un système scolaire où alors il faut faire comme ci, comme ça. Et en fait, quand tu es tout seul, on demande au chef d'entreprise, l'entrepreneur, il n'est pas forcément obligatoire d'être comptable, il n'a pas l'obligation d'être... Tu vois, c'est comme un politique. On ne demande pas à un politique qu'il soit expert comptable, si tu veux. Chacun sa spécialité. Aujourd'hui, en fait, on va te demander, Fab, de faire un peu tout et n'importe quoi, et après, tu es plus bon dans ce que tu fais. Il faut savoir se concentrer sur ce qui te rapporte de l'argent. Après, si tu as les moyens de déléguer et garder le plaisir. Garder le plaisir, voilà. C'est hyper important. Moi, ma grand-mère était commerçante, si tu veux, Fab. Et je voyais le week-end, c'est ce qu'elle faisait, tu vois, la comptabilité, tout comme ça. Et en fait, t'as pas de vie parce que si tu fais tout, mais tu vis pas, quoi. Tu vis pas. Ton argent te sert à rien. C'est clair. Voilà. En fait, c'est une réflexion qui paraît tellement simple et qui est tellement compliquée à appliquer. C'est vraiment, Parce que tu vois, on en a déjà parlé, tu as des personnes qui vont te dire, ils vont t'expliquer comment gérer ton business, mais qui n'ont jamais eu de business à gérer, tu vois. C'est bien souvent le cas. C'est souvent comme ça, quoi. Alors que quand tu as été entrepreneur, tu te rends compte vraiment qu'il y a une différence entre la théorie qu'on peut te dire et la pratique. Il faut garder l'amour pour ce que tu fais, c'est ça. C'est pas dur de commencer un business, ce qui est dur, c'est de perdurer. Et quand tu es comme ça 18 ans dans le même business, tu vois, il faut être fort, tu vois, surtout en ayant traversé la tempête que tu as traversée, ça peut être que vraiment respect, je te l'ai déjà dit, franchement. Ouais, puis après tu as aussi, moi je trouve que c'est important de dire aux gens que de toute façon, quel que soit ton business, il y a un moment où tu peux avoir des doutes. Tu
peux en avoir marre, tu peux être fatigué. Là, tu as deux solutions. Tu fais la bêtise, c'est-à-dire que tu insistes lourdement, tu insistes, et tu vas craquer. Le burn-out, par exemple, voilà, qui est là, quoi. Tu sens bien qu'il y a un moment où ça va pas. Et là, franchement, même si ton client, il attend, tu appelles les mecs, tu dis, écoute, là, j'en peux plus, mec, on se connaît tous, les clients en général, ça fait 10 ans qu'ils te connaissent. Tu dis, j'ai jamais pris de vacances, là, je suis pas bien. Je prends 2-3 jours, t'as pas besoin de 6 mois. Tu prends 3 jours, tu t'éteins le téléphone, tu quittes tout, et quand tu reviens, tu as la banane, c'est tout, tu as la pêche, tu es reparti. Moi, je pense qu'il faut faire ça, prendre un avion, aller à New York, moi, c'est ce que j'ai fait il y a 1 an et demi maintenant. 4 jours, mais en fait, ça te change la vie. Tu reviens, tu es reparti pour 2 ans. Il faut savoir sortir. Il faut savoir le faire, et on a tous du mal à penser à ça. Parce que personne ne va te le dire. Ton banquier va dire, ah, faut travailler. Comptable va dire faut bosser, les impôts ils vont dire faut travailler, faut nourrir la France. Ouais, le banquier qui parfois se prend pour un businessman ou autre, alors qu'il a oublié que 5 ans auparavant il était au guichet, tu vois ce que je veux dire, qu'il n'a aucune connaissance du secteur, tu vois, mais bon, parfois l'humain, ça c'est l'humain, plus tu donnes de l'importance à l'humain et plus voilà, il oublie souvent d'où il vient, tu vois. C'est souvent ça, ouais. Et qu'est-ce que tu donnerais, Fab, comme conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer, peut-être pas forcément dans ton business, mais simplement dans l'entrepreneuriat? Toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Déjà, honnêtement, s'il doit écouter quelqu'un, qui n'écoute pas des soi-disant vrais conseillers qui n'ont jamais fait de business, qui regarde autour de lui ce qui se passe et qu'il invente autre chose. Le problème majeur qu'on a dans ce pays, et je pense que c'est sûrement peut-être partout ailleurs, mais surtout ici, ce que je vois moi, c'est au lieu d'innover et de trouver une autre idée, on se dit tiens, lui il marche, je vais faire pareil. Et ça, c'est une connerie, parce que le gâteau, il ne se partage pas indéfiniment, donc il y a un moment, voilà. Donc je conseillerais fortement de trouver un petit truc en plus. Pas forcément, pas un truc extraordinaire, ça sert à rien. J'ai vu des business se monter avec 3 fois rien et qui tournent toujours. Enfin, tu vois, il y a un moment, le type qui a une idée de génie, un dessin à la con sur un t-shirt, qui se dit ouais c'est bien mais on verra, puis tout le monde lui demande. C'est bon, il a trouvé son truc, tu vois, il n'a pas besoin d'aller inventer des choses. Je vois un peu trop de jeunes venir ici, ils ont 20 ans, 25 ans, ils démarrent, ils parlent d'embaucher des gens demain, ils parlent d'acheter un 4x4, enfin je veux dire, je les regarde et je me dis, hey mec, j'ai 18 ans de boutique, je roule en capture. Tu vois, j'aurais pu acheter une Mustang, un truc machin, mais tout ça sert à rien mon gars, à part te faire rigoler par les impôts, tu vois, c'est un peu ça. Il faut rester zen, tu vois, dans le business pour moi. Tranquille, c'est toujours dit ça, tu sais, pas grossir, il faut... Ceux qui veulent, ce que j'ai toujours, ceux qui veulent... Ceux qui montent autant de très haut. Choper, voilà. C'est ça, et plus tu montes, plus c'est compliqué de t'accrocher aux branches, et il y a un moment, il faut avoir une vie, tu vois, il faut avoir un peu une vie quand même. Ça reste important. On n'est pas éternel et voilà quoi. Donc il y a un moment, le business c'est pas une fin en soi. Ça doit être un moyen de vivre correctement. Ça peut paraître compliqué mais c'est faisable. C'est faisable. Après, arrêtez de regarder la télé, tu vois. Surtout aujourd'hui, honnêtement, économiquement c'est vrai qu'on a une période, elle est compliquée. On va pas... C'est bizarre. Mais par contre on a internet. À côté de ça, par contre, tu as des opportunités incroyables. Ouais. Avant, tu vois pas 20 ans en arrière comment on était fermé. Aujourd'hui, tu peux vendre au monde entier, tu vois. Tu fais un t-shirt, ton coussin peut-être là, tu vois, demain tu peux le vendre dans le monde entier. Ouais. C'est incroyable. Nous, je veux dire, on est quand même à Âme. Je veux dire, on n'a pas, ça fait 4 ans que j'ai pas fait une carte de visite. Et pourtant, parce qu'il y a Facebook, parce qu'il y a Insta principalement, et les réseaux qui se développent, voilà, et les événements, les salons de tatouage où on peut participer, etc., les sponsoring, on se retrouve à livrer des t-shirts à Narbonne. Les mecs, on les a jamais vus, mais la commande, elle est là, elle est payée, enfin, tu vois. En fait, on peut livrer n'importe où. On a livré en Angleterre, on livre en Belgique, enfin. Aujourd'hui, avant, tu ouvrais ta boutique, voilà, tu avais une zone de chalandise qui était de 15 bandes. Aujourd'hui, comme tu dis, tu peux vendre dans le sud de la France, comme dans le nord de la Belgique, enfin, c'est incroyable, quoi. Aujourd'hui, ta vitrine, c'est le monde entier, quoi. C'est ça. Et je conseillerais pas forcément de mettre plein d'argent dans un site internet pro, tout ça. Il faut apprendre à se servir, et ça tu sais, il faut apprendre à se servir vraiment de ce qui existe en gratuit. Exactement. Avant tout. Les réseaux sociaux, etc. Et de toute façon, ces gens-là gagnent de l'argent. Du moment où tu es dessus, ils gagnent de l'argent avec la publicité ou autre chose, en revendant tes fichiers. Mais moi je me dis toujours, je m'en fous que Facebook revende mon fichier client. Qu'est-ce que ça peut me foutre? Ce qui m'intéresse, c'est ce que ça va m'apporter, simplement. On fait des tas de lois pour protéger les gens. Et est-ce qu'on les enferme pas finalement?
Ouais, c'est un peu le risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, si j'ai envie d'être sur Instagram et j'ai envie qu'on voit ma tronche avec un t-shirt que je viens de créer, je me fous royalement qu'Instagram revende mon image à quelqu'un commercialement. Ça me gêne pas. Il y a ce côté-là. Il faut arrêter d'avoir aussi peur de ça, le grand méchant Google, etc. Parce que il y a un moment, il ne faut pas être hypocrite. Ça nous sert à tous. Et ça sert dans tous les business. Aujourd'hui, on ne serait pas là tous les deux avec une caméra s'il n'y avait pas forcément YouTube, tu vois, par exemple. Et je pense que la jeune génération est capable et doit servir c'est leurs outils en fait, de ces outils-là. Nous qui sommes plus anciens, on a connu les sites à 10 000 €, on a connu les trucs qu'on nous imposait littéralement, les formations bidons, enfin tout ça. Et aujourd'hui, tu n'as plus besoin de tout ça. Aujourd'hui, tu n'as même pas besoin de site, Fab, comme tu dis, parce que tu vas vendre sur sociaux, Insta, sur Facebook, tu fais une vidéo YouTube où tu présentes tes produits, ça peut être vu sans avoir un site non sponsorisé avec les AdSense, etc. Et on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, c'est le défaut de certaines collectivités où ils sont encore à essayer de vendre des sites des milliers d'euros, alors que c'est pas le. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment utiliser les réseaux sociaux pour faire du business. Moi, je pense qu'il faut, si on doit former entre guillemets, alors j'aime pas ce mot parce qu'en fait c'est un peu absurde, tu découvres toi-même. Mais s'il y a des mecs comme toi, Fab, qui se servent de l'outil, qui apprennent aux autres, comme tu le fais souvent, à s'en servir, qui donnent les pistes, enfin je veux dire, il y a un moment, pourquoi aller payer des formations, des trucs, donner du pognon à des mecs, pour un truc qui à la base tu peux apprendre tout seul, ou tu as déjà les copains qui l'ont fait avant toi, tu vois. Alors il y a des. Souvent. Il y a un gain. Je vois quel type de formation. Toi, tu parles en fait des formateurs qui viennent dans les villes, qui vont faire une formation de réseaux sociaux, qui maîtrisent absolument rien, qui viennent d'une CCI. Enfin, ça, Mais par contre, tu as des formations. Par exemple, moi, j'ai protégé mon business. Je fais une formation là, par exemple, sur l'import-export. Pour les expériences. Oui, bien sûr. Où là, j'explique en 15 ans de business tout ce qu'il y a à savoir sur l'import-export. La personne qui va. Moi, c'est ce qu'en fait, j'aurais aimé avoir Fab. Je vais t'expliquer, tu vois, moi c'est comme si je me lançais aujourd'hui, j'aurais aimé savoir tout ça, tu vois, à mes débuts. Je le mets dans une formation. C'est comme si toi tu fais une formation sur comment ouvrir une imprimerie, tu vois. Tout ce que tu connais toi, les points positifs, négatifs, t'expliques ça, tu vas gagner du temps, tu vois. Par contre, quand tu as un Gus qui n'a jamais tenu d'imprimerie ou dans l'import-export et qui va te dire je vais vous donner les conseils sur. Tu perds du temps, quoi. C'est ça. À expliquer comment ouvrir une page pro à un professionnel. T'as pas besoin, ça tu peux faire toi-même, tu vois. J'ai l'impression que pour ça, on reste un vieux pays. Voilà. Il y a ce côté, cette image-là que j'ai depuis toujours. Moi, j'ai appris avant tout le commerce avec un vieux libraire. Un mec qui boitait, enfin, tu vois, à l'ancienne, quand gueulait les gamins, s'ils disaient pas bonjour en rentrant, tu vois. Ouais, donc en fait, si tu veux, j'ai cette image-là, gamin, qui m'a donné aussi l'envie, au tout début, hein, de me dire un jour, je ferai peut-être un business, parce que ce mec-là, il y avait du respect, genre, les gamins, ils rentraient, de toute façon, celui qui disait pas bonjour, il se prenait une salle, voire une claque, à l'époque, c'est quand même pas mal. À Ternier, je m'en souviendrai toujours, Pierre Felbach. Mais en fait, il y avait une affiche avec, ça m'avait marqué. Il n'avait pas tort à l'époque, avec des squelettes en train de pousser un caddie dans son magasin. Et il était vraiment anti-supermarché, etc. Il était précurseur parce qu'il y a quand même plus de 20 ans. Et aujourd'hui, c'est vrai que les librairies n'existent quasiment plus. Enfin, tu vois, il avait un peu compris le principe, sans pour autant voir l'évolution. Aujourd'hui, tu lis sur un Kindle Amazon, enfin, tu vois, il y a tout ça. Il y a eu l'évolution, mais malgré tout, il m'avait donné envie, tu vois, à l'époque, parce que il y a un côté noble à ce métier en fait, d'entrepreneuriat en fait. Il y a un côté noble et il y a un côté en France qui est un peu absurde. On s'est toujours dit, la France n'aime pas les entrepreneurs. C'est bizarre comme sensation, mais tu le ressens. C'est-à-dire un entrepreneur pour le pays. Il est là finalement, il doit prendre plein de blé apparemment, certainement. Il y en a certainement. Enfin. Apparemment, vu tout ce qu'on nous demande de payer, c'est-à-dire de nourrir des fonctionnaires, etc., pourquoi pas, tu vois, ils servent aussi, mais je veux dire, on nous demande beaucoup de choses, je trouve, beaucoup d'argent, qu'on n'a pas forcément gagné en plus, pour nourrir des gens qui font des lois contre nous, en fait. Tu vois, c'est un peu, des fois, c'est à cette sensation-là qui est peut-être débile, hein, mais il y a quelque chose. T'as un peu ça, il y a quelque chose de bizarre, en France, voilà, d'étrange, moi je trouve. Tu vas avoir chez des personnes qui ont fait un cursus scolaire, je pense à des personnes qui sont, tu vois, des métiers où il a fallu 7-8 années après le bac, etc. Ils vont voir d'un mauvais œil
on va te voir comme quelqu'un qui est là pour faire de l'argent. C'est ça. Alors c'est pas le but premier de l'entrepreneur. Il y a un talent derrière tout voilà. ça, tu vois. Puis il y a une envie. Moi je pense que le jeune qui arrive, qui dit, enfin on en a tous connu. Puis encore une fois, il n'y a pas de honte à aimer l'argent. Tu vois, l'argent, ça va être un ami. Mais tu sais, il y a des personnes qui vont dire, quelqu'un qui fait de l'immobilier, il y a des personnes qui vont dire, oui voilà, ça c'est un vendeur de sommeil. Lui, il a importé des motos chinoises, tu vois, lui, il a imprimé. C'est très français. Tu vois ce que je veux dire? J'aime pas trop les gens qui réussissent en France. Il y a un côté. Surtout lorsque tu n'as pas eu besoin de faire une grande école ou que tu n'as pas eu papa, maman derrière qui t'ont financé ton business. Tu vois. Quand tu es hors système, t'es pas très bien vu en fait. Ouais, mais en même temps, tu vois, il y a un côté positif là-dedans, c'est que même si on a dû, toi comme moi au final, parce que je t'ai pas mieux vu, hein, tu sais, au final, moi en plus je déboule ici, tu vois, mon truc il marche, donc je me mets tout le monde à dos, normal. Mais au bout d'un certain nombre d'années, où tout le monde travaille avec toi, où finalement tu as rendu service à énormément de monde, où tu es reconnu dans ce que tu fais, bah, ce côté négatif s'efface. En fait, la France est un pays où il faut faire tes preuves pendant 10 ans, quoi, tu vois. Contrairement à ailleurs, c'est-à-dire que tu dois faire tes preuves. C'est-à-dire qu'une fois passé toutes les critiques, tous les trucs négatifs, si tu es encore là, les gens ils te regardent, ils disent bon, on a essayé de te niquer, tu es encore là, c'est bien, maintenant on t'aime bien. En fait, c'est un peu ça. Tu as cette impression-là qui est peut-être dingue, hein, mais moi je l'ai souvent vu comme ça. Et surtout, faut que les gens pensent à une chose, c'est que l'entrepreneur, le vrai, quand son client n'est pas satisfait, il est mal. Il est très très mal. Moi, un client, ça peut être débile. Une connerie que le client, tu vois qu'il a pas, il a payé, mais il n'a pas souri. Tu vois, il n'a pas souri. Et s'il n'a pas souri, c'est que soit on ne s'est pas compris, et moi je dors pas. Tu vois, ça me saoule, quoi. Alors si je viens là, je tire la gueule, tu m'offres la commande. Alors je l'aurais fait avant, mais plus maintenant. Parce que j'ai compris que ça peut être un concept aussi. Et donc, non, maintenant on a un peu changé de technique. On dit si t'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. Mais de toute façon, tu vas aller voir ailleurs. Tu seras vraiment pas content et tu vas revenir en disant en fait c'est vachement bien chez toi. Et on a eu le cas plusieurs fois où on n'hésite pas à dire aux gens non mais moi je force pas, va où tu veux, fais ton truc, et si je te vois voilà, venir, parfois au croque-herbe est plus verte ailleurs. C'est ça. Il y a un moment, je pense que les gens aussi se sont habitués à avoir le tout de suite. À Amazon, ça c'est un peu le défaut quand même de la fausse publicité internet, c'est que les gens sont persuadés qu'ils vont cliquer et forcément le lendemain ils vont l'avoir. Même si c'est vrai, moi-même je suis un adepte d'Amazon Prime, hein, tu vois, mais même si c'est vrai pour certains produits, si tu regardes bien, c'est pas le cas pour tout en réalité. Et en matière de fabrication, je vois aujourd'hui les délais par exemple de la broderie, c'est assez fou, mais moi j'entends des gens qui viennent me voir en me disant je vais à l'atelier de broderie mais il y a 2 mois de délai. Alors que finalement tu as un matos comme le nôtre, tu as le fichier, tu le mets dedans, tu as quoi 10 blousons à faire, reviens ce soir, ils sont faits, tu vois. Donc il y a cette force là, on a cassé les codes un peu de ce métier. On a cassé les codes, c'est-à-dire que par exemple je sais qu'en broderie il y avait des délais, puis des tarifs, voilà. Moi je considère qu'une brodeuse c'est une imprimante comme les autres, sauf que c'est du fil au lieu de l'encre. Mais c'est le même matos. Donc une broderie, un dos, tu vois, c'est 10 balles. Ça peut être à 45 €. Un programme de broderie que moi je fais en 10 minutes, même si je mets un quart d'heure, j'ai le logiciel, je vois pas pourquoi je le facturerais 100 €, ce qui se pratique ailleurs. Je me dis, les mecs, d'accord, faut faire vivre plein de monde, mais on en crève de faire vivre des tas de gens comme ça. Il y a un moment, moi le type qui sait faire des programmes lui-même qui vend 100 balles, il a qu'à acheter une brodeuse et aller jusqu'au bout de ce qu'il fait, tu vois. Moi, pour moi c'est ce principe-là. C'est-à-dire que je supporte assez mal la sous-traitance, parce que tu peux pas être satisfait d'un truc que tu n'as pas fait toi-même. Il y a ce côté-là quand même. Donc on a effectivement cassé des codes, et 18 ans après, je me dis que j'ai eu raison, parce que finalement, aujourd'hui, ma brodeuse, elle tourne tous les jours. J'ai toujours des choses à faire, et une petite asso qui arrive, les mecs, ils sont 5, ils n'ont pas de thunes. Les gros clients aussi me permettent de me dire, allez, je vais leur faire ça à un petit prix, un truc comme ça. Et je pense que tout ça, c'est important. En fait, c'est peut-être un mélange entre le commerçant de village d'il y a 40 ans, tu vois, et l'ultra moderne Internet aujourd'hui. C'est ce mix des deux qui me semble, pour moi, intéressant. D'accord, ok. Je vais mettre toutes ces infos dans la description YouTube si vous avez envie de voir ce que fait Fab comme produit. On pourrait bien sûr faire durer la vidéo parce que c'est passionnant.
Mais on essaye de faire un format 45 minutes maximum. C'est bien déjà. Si ça vous intéresse, on fera une partie 2, vous commentez dans la vidéo. Fab, je voudrais te remercier. Je te dis à bientôt mon pote. Et voilà, n'oublie pas, ta réussite, tu la mérites. Ciao.